Dans l'histoire des Beatles, on connaît les rires de John, les refrains de Paul, les rythmes de Ringo. Mais derrière ces trois voix se cachait un quatrième homme, calme, presque invisible, et pourtant incandescent. Imaginez les années 1960, des foules en délire, des flashs d'appareils photo qui crépitent, 4 silhouettes en costume noir qui courent à travers des aéroports encerclés par la police. Les Beatles ne sont plus seulement un groupe, ils sont une révolution culturelle, un langage commun pour des millions de jeunes. Dans ce vacarme assourdissant, une seule figure semble marcher à contre-courant. George Harrison, le Beatle silencieux, l'homme qui, sur scène, se tient un pas en arrière, les yeux mi-clos, le visage impassible. À première vue, on pourrait croire qu'il se contente d'accompagner John et Paul, qu'il vit dans leur ombre par choix. Mais derrière ce calme apparent se cache une histoire de feu, d'orgueil et de blessures invisibles. Ce documentaire vous invite à franchir la porte de ce silence. Car George Harrison n'a jamais été le plus bruyant de la pièce. Il n'en avait pas besoin. Ses notes de guitare, ses compositions, ses colères muettes parlaient pour lui. Et surtout, une amertume, longtemps étouffée, nourrie au cœur même du plus grand groupe de rock de l'histoire. Une amertume dirigée vers un homme qu'il admirait pourtant comme un grand frère, Paul McCartney. Avant d'explorer les coulisses des studios Abbey Road, avant les disputes mémorables filmées pendant Let It Be, il faut remonter à l'origine de ce lien. Liverpool, début des années 1950. Une ville industrielle encore marquée par les bombardements de la guerre. C'est ici qu'un garçon timide, le plus jeune d'une fratrie modeste, découvre que la musique peut devenir une échappatoire et un destin. C'est ici aussi que George, guitare en bandoulière, croise le chemin d'un adolescent déjà charismatique, Paul McCartney. De cette rencontre naît d'abord une fraternité. Mais toute fraternité peut se fissurer. Comment un lien fraternel si solide a-t-il pu se transformer en un ressentiment qui traversera toute une vie? Restez avec nous, car les réponses se cachent dans les rires étouffés des coulisses, dans les silences plus éloquents que les cris. George n'était pas seulement un musicien. Il était un chercheur spirituel, un homme en quête de vérité intérieure au milieu d'un monde obsédé par la gloire. Son calme n'était pas de l'indifférence, c'était une armure. Pendant que la planète acclamait Lennon et McCartney, Lee apprenait à composer sa propre symphonie intérieure, une musique qui allait bientôt rivaliser avec celle des plus grands. Mais cette ascension fut tout sauf paisible. Chaque note, chaque accord se frayait un chemin entre deux égos colossaux, ceux de John et surtout de Paul. Et c'est peut-être là que se cache le vrai cœur de notre récit, l'histoire d'un artiste qui refuse d'être légué au second plan, d'un ami qui voit son grand frère devenir, peu à peu, son rival le plus douloureux, d'un homme qui, tout en souriant, écrit des chansons capables de trancher plus profondément qu'un cri de colère. Alors, pourquoi George Harrison a-t-il gardé le silence si longtemps? Pourquoi a-t-il préféré la musique aux disputes, les métaphores aux affrontements? Et, question plus poignante encore, a-t-il vraiment pardonné à Paul McCartney avant son dernier souffle? Ce que vous allez découvrir dépasse la simple chronique d'un groupe de rock. C'est l'histoire universelle d'amitié qui se font et se défont, de rivalité qui forge les légendes et d'un homme qui trouva la paix non pas dans la gloire, mais dans l'harmonie intérieure. Avant de plonger plus loin dans ce voyage à travers la vie de George Harrison, prenez un instant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like si vous aimez déjà cette atmosphère. Cela nous aide à partager des récits aussi profonds avec d'autres passionnés de musique et d'histoire vraie. Parce que dans le prochain chapitre, nous quitterons la lumière des projecteurs pour retourner dans les rues humides de Liverpool. Nous y découvrirons l'enfant, l'adolescent, l'apprenti musicien, celui qui, avant de devenir le Beatle silencieux, était simplement George. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Liverpool 1950, l'étincelle. Avant la gloire et les tournées planétaires, il y avait la pluie, les briques rouges de Liverpool et un gamin qui rêvait qu'une guitare pouvait le faire voyager plus loin que tous les trains du nord de l'Angleterre. Les rues d'un port en reconstruction. Liverpool au début des années 1950 n'a rien d'une carte postale. Les cicatrices des bombardements allemands marquent encore les façades. Les docks sentent le charbon, la mer et le sel. C'est une ville ouvrière, rugueuse, mais vibrante de musique venue d'ailleurs, jazz américain, blues des marins de passage, premières ondes du rock naissant. C'est dans ce décor que grandit George Harrison. Dernier d'une fratrie de 4, il regarde souvent par la fenêtre les silhouettes fatiguées de son père conducteur de bus et de sa mère dévouée. La famille ne roule pas sur l'or, mais la maison résonne de rires et de mélodies. Sa mère, Louise, fredonne des standards américains pendant qu'elle prépare le thé. Son père lui parle d'horizons lointains. La première révélation. À 11 ans, George entend pour la première fois un disque d'un certain Lonnie Donegan. Un choc.
Ce mélange de skiffle et de folk l'obsède. Rapidement, il réclame une guitare. Son père accepte, malgré le budget serré. C'est une boîte en bois bon marché, mais pour George, c'est un passeport. Chaque soir, il gratte jusqu'à s'en faire mal aux doigts. Comment ce simple instrument d'occasion va-t-il l'amener à croiser le chemin de ceux qui changeront sa vie? Restez bien avec nous. L'école est la fuite vers la musique. À l'école, George n'est pas un élève modèle. Les cours l'ennuient. Son esprit s'évade vers les riffs qu'il a entendus à la radio. Un jour, un camarade remarque son talent et lui parle d'un autre garçon du quartier, Paul McCartney, déjà réputé pour sa voix et son aisance sur scène. La graine est semée. George continue de pratiquer, perfectionne son jeu et se met à fréquenter les mêmes cercles musicaux que Paul. Les répétitions improvisées dans les salons ou les arrière-salles de pub deviennent son univers. La rencontre qui change tout. Un soir de 1957, George est présenté à Paul par un ami commun. Paul, lui-même impressionné par un certain John Lennon, joue déjà dans un groupe amateur appelé The Quarrymen. George, timide mais ceux de ses cordes, sort sa guitare et interprète un solo de Ronchi, un standard instrumental de l'époque. Paul est bluffé. John, plus difficile à convaincre, reste silencieux mais intrigué. Le plus jeune des trois a à peine 15 ans, mais son talent parle pour lui. Quelques semaines plus tard, George intègre la formation. Qui aurait pu deviner que cette rencontre de hasard allait donner naissance au plus grand phénomène musical du XX siècle? Dans le prochain épisode, vous verrez comment ce trio, rejoint plus tard par Ringo, va transformer des pubs enfumés en tremplin pour une révolution culturelle. Les premières scènes. Avec les Quarrymen, George découvre la scène. Les salles sont modestes, les cachets dérisoires, mais l'adrénaline est là. Les doigts saignent, les amplis grésillent, mais le public danse. John et Paul, déjà très liés, le considèrent comme leur petit frère. George, lui, observe, apprend, affine son oreille. Ce lien fraternel, fait d'admiration et de rivalité larvée, scellera le destin du groupe et posera les premières pierres d'une tension qui, des années plus tard, deviendra un fossé. Si vous aimez ce voyage dans le temps, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dites-nous en commentaire, quelle a été votre première grande révélation musicale? La Beatlemania, ombre et lumière. Les guitares hurlent, la foule crie, les flashs aveugles. Et au milieu de ce tumulte, un jeune homme garde le regard bas, concentré sur ses cordes. Son nom, George Harrison. Hambourg, la force d'un son. Avant que le monde ne prononce le mot Beatlemania, les jeunes Liverpooliens doivent se rôder. Hambourg, début des années 60, devient leur école de feu. Les clubs du quartier de Saint-Pauli ne ferment jamais. 6 heures de scène par nuit, des sets qui s'étirent jusqu'à l'aube. George n'a pas 18 ans. Ses doigts s'endurcissent. Ses riffs gagnent en assurance. Les nuits sont saturées de bière, de sueur et d'excès, mais aussi de liberté. Le groupe apprend à tenir la scène, à souder un répertoire, à forger l'alchimie qui fera bientôt chavirer la planète. Qui aurait parié que ces concerts éreintants, payés une misère, allaient poser les bases d'un empire musical? De Liverpool à l'Amérique. À leur retour en Angleterre, la popularité locale explose. Brian Epstein devient leur manager, George Martin leur producteur. Les singles s'enchaînent, Love Maître d'eau, Please Please Me, puis la déferlante 1964, le Ed Sullivan Show. En une soirée, l'Amérique entière découvre 4 garçons en costume. Les Beatles ne sont plus un simple groupe. Ils incarnent une génération. Les ventes de disques battent tous les records, les tournées attirent des foules hystériques. Le mot Beatlemania entre dans le dictionnaire. La lumière et l'ombre. Sous les projecteurs, George sourit, mais l'ombre grandit. Lennon et McCartney, déjà un duo d'auteurs-compositeurs inséparables, monopolisent les micros et les crédits. George, pourtant guitariste principal, lutte pour placer ses chansons. Quand il propose une idée, elle se heurte souvent à un « pas mal », mais il persévère. Don't Beauté me devient sa première composition publiée. Ce titre, presque ironique, reflète son humeur. Ne m'embêtez pas. Un cri discret mais clair. Comment ce jeune musicien, relégué en 3e position, va-t-il transformer la frustration en puissance créative? La suite vous surprendra. Pression et désillusion. Les tournées s'enchaînent. Avion, hôtel, interview, un rythme infernal qui use les nerfs. George, passionné de son, se lasse des concerts où les cris des fans couvrent la musique. Il cherche déjà autre chose, une profondeur spirituelle, une authenticité que la célébrité ne peut offrir.
C'est à cette période qu'il découvre la musique indienne et le sitar. Ravi Shankar devient son maître. Cette rencontre changera sa vie et influencera bientôt le son des Beatles eux-mêmes. Tension en coulisses. Plus la gloire grandit, plus les fissures se creusent. John expérimente, Paul perfectionne, George attend son tour. Derrière les sourires en conférence de presse, l'agacement monte. J'ai des chansons, mais on ne m'écoute pas, confie-t-il à un ami. Cette frustration ne disparaîtra jamais vraiment. Si cette plongée dans les années folles de la Beatlemania vous fascine, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dites-nous en commentaire, quelle est votre chanson préférée de cette période légendaire? Vers la maturité artistique. Ce n'est pas un simple solo de guitare, c'est une déclaration d'indépendance. Le virage intérieur. Au milieu des années 60, George Harrison n'est plus seulement le troisième homme derrière Lennon et McCartney. L'Inde et la philosophie hindoue transforment sa vision du monde. Le sitar qu'il introduit dans Norwegian Wood 1965 surprend tout le monde, y compris ses compagnons de route. Cette ouverture culturelle donne au son des Beatles une dimension inédite. Rubber Soul puis Revolver marquent un tournant. On ne parle plus d'un simple groupe de rock, mais de créateur d'un univers sonore. Taxman, l'affirmation. George signe Taxman, un morceau acerbe qui ouvre Revolver. Pour la première fois, sa chanson est le fer de lance d'un album. Le texte dénonce les impôts écrasants du Royaume-Uni, mais derrière la satire fiscale se cache un message. Ma voix compte. Paul joue la basse avec brio, mais George dirige la session. Son autorité surprend. C'est le début d'un nouvel équilibre et de nouvelles tensions. La quête spirituelle. Alors que John se perd dans l'expérimentation et que Paul s'attache aux mélodies parfaites, George se tourne vers la méditation transcendantale. L'ashram de Maharishi Mahesh Yogi en Inde devient un refuge. Il y emmène le groupe en 1968. Cette quête intérieure donnera naissance à Within You Without You, une pièce hypnotique sur SGT PPRS. Les tabloïds titrent sur le Beatle mystique. Mais derrière la sérénité affichée, la frustration persiste. Ses compositions restent minoritaires sur les albums. Un style unique. George affine à son reconnaissable entremille. Guitare slide aérienne, mélodies inspirées par la musique classique indienne, textes empreints de spiritualité. Les fans commencent à remarquer que, quand George chante, quelque chose de différent se produit. Une douceur, une profondeur. Et si, à ce moment précis, le plus discret des Beatles était en train de devenir leur force créatrice la plus novatrice? Vous sentez ce basculement artistique? Partagez la vidéo pour que d'autres passionnés de musique découvrent l'évolution de George et abonnez-vous pour la suite de cette ascension. Le point de rupture. Chaque note jouée dans le studio Abbey Road résonne comme une provocation. Les sessions sous tension. Les Beatles enregistrent le White Album. Les tensions explosent. John et Paul, habitués à régner en duo, s'affrontent sur la direction artistique. George, lui, revient d'Inde avec une confiance nouvelle. Il arrive avec des chansons puissantes, While My Guitar Gently Weeps, que Clapton viendra sublimer d'un solo incandescent. Malgré ce chef-d'œuvre, ses propositions sont encore écartées. Les disputes se multiplient. Un jour de janvier 1969, en pleine session de Let It Be, George claque la porte. « Je pars. Voyez comment vous vous débrouillez sans moi. » Le retour forcé. Il reviendra quelques jours plus tard, mais l'ambiance ne sera plus jamais la même. Paul, perfectionniste, veut tout contrôler. George se sent infantilisé. John s'éloigne, absorbé par Yoko Ono. Ringo joue les médiateurs. La fraternité des débuts s'effrite. Comment cette fracture mènera-t-elle à la renaissance solo la plus éclatante de l'ère post-Beatles? Pour ne rien perdre de ce moment clé, mettez un like et dites en commentaire. À votre avis, quelle chanson de George symbolise le mieux sa revanche? Après la séparation, la revanche créative. Tandis que le monde pleure la fin des Beatles, George, lui, s'apprête à écrire son plus grand chapitre. All Things Must Pass. Les Beatles se séparent. Beaucoup imaginent que George restera dans l'ombre. Erreur monumentale. Son triple album All Things Must Pass dévoile un flot de compositions accumulées depuis des années. My Sweet Lord devient un hymne planétaire. La critique salue un chef-d'œuvre. George, longtemps sous-estimé, prouve qu'il peut rivaliser et même surpasser Lennon et McCartney. Les pics musicales. Certaines chansons contiennent des messages à peine voilés. Wah Wah, par exemple, est perçu comme une réponse directe aux frictions avec Paul. C'est une victoire douce amère. George triomphe, mais le fossé avec son ancien ami se creuse. Le concert pour le Bangladesh.
En 1971, il organise le premier grand concert caritatif de l'histoire du rock. Clapton, Dylan, Ravi Shankar, une affiche légendaire. George devient un pionnier de l'engagement humanitaire dans la musique. Comment ce succès solo va-t-il, paradoxalement, entretenir la distance avec Paul tout en ouvrant un nouveau chapitre d'amitié? La suite nous le dira. Cicatrices et distance. Le temps apaise, mais n'efface pas tout. Années 70 à 80, des chemins parallèles. George explore d'autres horizons. Cinéma, via sa société Ormat Film, collaboration avec Clapton, Jeff Lynne. Paul connaît lui aussi une carrière triomphale. Les deux hommes se croisent rarement. Les interviews laissent transparaître une politesse distante, parfois des pics. Pourtant, la nostalgie n'est jamais loin. Les retrouvailles pour le projet Anthologie dans les années 90 montrent deux anciens complices capables de rire ensemble, mais la profondeur de la blessure reste perceptible. Traveling Wilbury. Avec Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, George retrouve le plaisir d'un groupe sans égo écrasant. Il redécouvre la joie simple de jouer pour la musique, pas pour la gloire. Restez avec nous pour le dernier chapitre où la fragilité de la vie forcera Paul et George à se regarder une dernière fois dans les yeux. Derniers jours et réconciliation silencieuse. Quand le temps se fait court, les rancunes perdent leur sens. La maladie. Fin des années 90, George apprend qu'il est atteint d'un cancer. Les traitements ralentissent, mais n'éteignent pas sa sérénité. Il se retire à Friar Park, son havre de paix, entouré de sa famille. La dernière rencontre. En 2001, Paul lui rend visite. Ils parlent longtemps, rient, se souviennent. Paul confiera plus tard. C'était comme si nous étions redevenus des frères. Pas besoin de grandes déclarations. Le silence, une fois encore, suffit. Un héritage immortel. George s'éteint le 29 novembre 2001. Le monde pleure, mais sa musique demeure. Des millions de fans redécouvrent un artiste qui, dans l'ombre, avait façonné l'âme des Beatles. Si ce voyage à travers la vie de George Harrison vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette série. Laissez en commentaire ce que représente pour vous le Beatle silencieux. George Harrison a prouvé qu'on peut transformer la discrétion en force, la frustration en art et la rivalité en paix intérieure. Son histoire, c'est celle de l'homme qui, derrière les géants Lennon et McCartney, a su faire entendre une voix plus subtile, mais tout aussi éternelle.